C'est tellement difficile là, que ça fait mal au cœur. Quand tu sais pas. Pour moi, il n'y a pas de fermeture encore. 38, officiellement. 38, c'est le nombre d'enfants qui ne sont jamais rentrés à la maison après leur passage dans des pensionnats pour Autochtones au Québec. C'est le chiffre qu'a retenu la commission Vérité et Réconciliation. Mais est-ce que des enfants disparus des communautés autochtones du Québec sont passés inaperçus? Quelques jours plus tard, ils nous ont annoncé qu'elle était morte. Et ils ont dit, ne parlez pas de ça. Elle est partie, n'en parlez plus. Avec des survivants et des historiens, on a enquêté et on a découvert d'autres cas. Nous sommes ce que nous avons choisi à se souvenir, mais nous sommes aussi ce que nous avons choisi à oublier. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Jenny Pachano a passé 8 ans dans un pensionnat pour Autochtones sur l'île de Fort-Georges, au bord de la baie James. Mais il a fallu 70 ans et la découverte de possibles sépultures anonymes à Kamloops pour qu'elle s'ouvre enfin sur son expérience. Quand j'ai entendu parler de la découverte en Colombie-Britannique, quelque chose s'est brisé en moi. Et l'horreur a refait surface. J'avais déjà vu des enfants se faire frapper, gifler. Jamais comme ça, jamais aussi violent. Je comprenais pas la mort à cette époque. Avec les 215, on recevait des appels. Les gens disaient « Je me souviens ». Ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens. Fort de ces nouveaux témoignages, les Cris de la baie James ont décidé d'entreprendre des fouilles autour de 2 anciens pensionnats. La tâche s'annonce ardue. Et cette quête ne révélera qu'une partie de la vérité sur les enfants décédés dans les pensionnats du Québec. Le nombre d'enfants qui ne sont pas revenus, officiellement, au Québec, c'est 38. Mais il y en a d'autres qu'on a déplacés, transférés, déportés. Et dont nous avons trouvé la trace. Chisasibi, cela signifie « grande rivière ». C'est le lieu habité le plus au nord, accessible par la route. À quelques kilomètres de là, le traversier mène à l'île de Fort-Georges, où ont été construits les 2 premiers pensionnats pour Autochtones au Québec dans les années 30. Jenny Pachano a fréquenté le pensionnat anglican de St. Philip's durant près d'1 décennie, comme sa mère avant elle, qui a fait partie de la première cohorte de pensionnaires. Elle était très en colère parce qu'elle avait 12 ans et qu'elle avait l'habitude de se promener sur les terres. Personne n'avait jamais vu ou vécu dans un pensionnat. Elle ne voulait pas y aller, mais elle n'avait pas le choix. La fréquentation des pensionnats était obligatoire pour les enfants autochtones. Elle m'a raconté qu'une fois, quand elle travaillait dans la cuisine, la nourriture qu'on leur a demandé de cuisiner était pleine de vers. On leur a dit de ne pas les enlever, de les mettre dans le chaudron. C'est ce qu'ils ont dû manger. Toute petite, encore ignorante de l'expérience de sa mère, Jenny rêvait d'aller à l'école. Une de mes cousines est revenue de sa première année avec une robe à carreaux et des chaussures noires brillantes et je voulais ressembler à ça aussi. Elle avait surtout une grande soif d'apprendre, mais elle découvre à son tour la violence du pensionnat. On nous rappelait constamment que nous étions des sauvages, ignorants, sauvages, païens.
Et si on ne s'améliorait pas, il n'y avait aucun espoir pour nous. On a fini par le croire. Et le pire a ressurgi dans ses souvenirs. À 10 ans, une enfant est presque morte sous ses yeux. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est l'histoire de cette fille. Et même maintenant, quand j'y pense, je me rends compte que je m'en suis toujours pas remise. L'histoire de cet enfant, Jenny va mettre du temps à nous la raconter. Son témoignage et d'autres ont finalement convaincu les cris de Chisasibi d'entreprendre des fouilles. Puis il y avait des histoires qui ont partagé. Ça, c'est pourquoi ils voulaient qu'on vérifie certains endroits sur l'île. Mais par où commencer? On ne dispose que de fragments d'archives. Ils révèlent les problèmes récurrents de financement et des listes d'enfants malades, beaucoup de malades, certains admis au pensionnat avec la tuberculose. Les archives sont muettes, en revanche, sur où seraient enterrés les enfants. La première école a ouvert les portes en 1930. On est 2022. C'est presque 100 ans. Puis il n'y a pas beaucoup de survivants qui peuvent nous dire qu'est-ce qui s'est passé en 1930, 40, 50. Il n'y a pas beaucoup. George Pachano fait partie d'un groupe d'ex-pensionnaires qui a recueilli les récits des aînés. Lui-même avait 6 ans à son entrée au pensionnat anglican. On s'ennuyait. Tu finis par te sentir abandonné. Pourquoi ils nous ont mis ici? Parce que c'est pas ce que j'attendais. C'était assez dur là-dedans. Il fallait se protéger. L'histoire de Fort-Georges est unique au pays. Catholiques et anglicans s'arrachent les pensionnaires pour les convertir et surtout bénéficier des subsides du gouvernement. On va chercher les enfants aussi loin qu'à Meshtéouiatz, à 1000 km de là. Bien des témoignages inquiétants concernent le pensionnat catholique plus éloigné du village. Il y avait un sous-sol et le plancher n'était pas en béton. C'était juste de la terre battue. Le bâtiment n'existe plus, mais des histoires récurrentes ont fait surface sur les secrets qu'il aurait recelés dans son sous-sol. Une des choses qu'on m'a racontées, quelqu'un a vu des croix et des gens qui apportaient des fleurs en bas. Ils présument que c'était des tombes. À 5 ou 6 ans, vous ne comprenez pas tout. C'est plus tard. Vous réalisez, oh, c'est peut-être ce qui est arrivé. De l'établissement catholique, il ne reste aujourd'hui qu'un cimetière, possiblement celui de l'infirmerie. 2 rangées de croix, une vingtaine de noms dont on sait peu de choses. Mais il y aurait d'autres lieux d'inhumation, selon un des anciens. Il a dit, il y a eu une épidémie et vous devriez vérifier. J'ai entendu dire qu'il y a une tombe quelque part, comme une fosse commune. Il y a 16 décès confirmés à ce jour à Fort-Georges, 6 chez les catholiques, 10 chez les anglicans. Les témoignages mèneront peut-être à d'autres découvertes. Ils ont permis d'identifier 5 endroits où entreprendre des fouilles sur l'île. Si on ne se fie qu'aux écrits, et de plus en plus on n'aura accès qu'à des écrits, on va avoir des soucis. Donc il y a vraiment les témoignages des anciens pensionnaires qui sont primordiaux, parce que c'est ça qui va nous permettre de mieux mettre en perspective tout ce qu'on va mettre du temps à analyser. Le temps presse. Le temps presse, oui. Et il y a aussi beaucoup d'enfants qu'on n'entendra jamais. En plus des foyers fédéraux destinés aux Inuits et des 2 écoles de Fort-Georges, 4 autres pensionnats voient le jour au Québec à compter des années 50. Maliotenam, Saint-Marc-de-Figry, Meshtéouiatz et Latuc. On vient pourtant de recommander l'abolition des pensionnats ailleurs au pays. Mais au Québec, les églises militent pour construire ces établissements coûte que coûte.
Il y avait encore dans les années 50 énormément de paternalisme dans l'idée qu'ils allaient faire mieux que les parents. Et de toute façon, on voit quand même dans les écrits, dans les archives qu'on peut trouver des différentes congrégations, qu'il y avait encore un mépris très répandu dans la société en général envers les Autochtones. Les pensionnaires n'échappent pas aux sévices physiques, sexuels et psychologiques, mais les morts seraient plus rares. Il n'y a pas plus de ressources qui sont données par le gouvernement fédéral aux pensionnats, mais la santé des enfants semble meilleure, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes de vaccination, et notamment contre la tuberculose. Mais les récentes découvertes de Kamloops ont semé le doute. Des discussions vont bon train partout au Québec sur la nécessité d'entreprendre des fouilles pour connaître la vérité. Mais une autre question s'impose. Et si des enfants d'ici avaient été inhumés ailleurs, dans d'autres provinces? Après la pause, une survivante à la recherche de la tombe de son frère. Elle me dit, t'es au-dessus, ton frère est en dessous de toi. Pendant longtemps, il n'y avait pas de pensionnat pour Autochtones au Québec. Mais on ne s'est pas gêné pour envoyer les enfants dans d'autres provinces. En fait, ça s'est fait pendant plus d'un siècle. On a perdu la trace de beaucoup d'entre eux. On estime à environ 13 000 le nombre d'enfants autochtones qui ont séjourné dans des foyers et pensionnats au Québec. Mais d'autres sont allés grossir les rangs des pensionnats dans d'autres provinces, surtout en Ontario. Kenneth Wischi se souvient du moment où il a été arraché à sa famille à Waskaganish pour être envoyé dans le nord de l'Ontario. Le gouvernement est arrivé avec des avions taxis, a rempli ces avions et a amené les enfants de la communauté vers les différents pensionnats. C'était le programme scolaire pour ces enfants. 5 ou 6 ans. Tu sais, quand je suis entré, j'étais à la maternelle et je ne comprenais pas ce qui arrivait. Il était loin d'être le seul. And at the southern tip of James Bay, the settlement of Moose Factory. Nous étions presque tous des Cris à Moose Factory. Les enfants de Waskaganish, de Nemaska, East Main, Wiminji et Chisasibi, tous envoyés à Moose Factory. Des cris sont envoyés à Moose Factory, Shingwauk et aussi loin qu'à Brantford. Des enfants Anishinaabe et Abénaki sont aussi disséminés en Ontario. Des Micmacs et des Malécites en Nouvelle-Écosse. Mais la toute première vague d'enfants déportés venait de la région de Montréal. Dès 1826, les premiers enfants qui ont été envoyés dans les pensionnats dites écoles résidentielles de l'Ontario, c'est les Mohawks. Éric Pouliot-Tisdale est un chercheur Mohawk et Innu. Il a épluché d'obscurs documents de recensement et découvert que 3 autres vagues d'enfants de Kanawake, Kanesatake et Akwesasne ont suivi pendant plus d'1 siècle dans des établissements où la vie était parfois très dure. L'État ne fournit pas, donc les étudiants sont obligés de devenir en quelque sorte des esclaves industriels, agricoles de la ferme pour s'occuper de leur autosuffisance. Donc, ils vont finalement en classe 1 journée par semaine. À l'époque, le taux de mortalité y est 5 fois plus élevé que dans la population générale. Seulement qu'à Shingwauk, le registre des décès contient les noms d'au moins 7 enfants du Québec, des Mohawks pour la plupart.
Et le travail d'identification n'est pas terminé. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des enfants comptabilisés dans d'autres provinces, mais qui en fait étaient des enfants qui étaient originaires du Québec et que le chiffre de 38 peut-être ne reflète pas ça? Ça, c'est très possible. Raymond Frogner est l'archiviste en chef du Centre national pour la vérité et la réconciliation. Il a la tâche difficile de compléter les archives de la commission qui a pris fin en 2015. Celles provenant du Québec, peu nombreuses, ont posé un défi particulier. Il y avait un manque de chercheurs qui étaient bilingues, un manque de chercheurs qui ont une connaissance des archives et aussi une connaissance des communautés autochtones. Nous avons réussi à obtenir l'unique rapport qui porte sur le Québec, réalisé en 2012 pour le compte de la Commission. Il ne présente qu'une partie de la réalité québécoise des pensionnats et n'avait jamais été rendu public. Je sais qu'il faut travailler beaucoup plus au Québec et le CVR ne fait pas assez de temps au Québec. Il faut faire, comme j'ai dit, le rattrapage. Ce rapport démontre qu'on pourrait tirer beaucoup plus des archives. Par exemple, ce récit d'un jeune Abénaki du Québec en route vers les pensionnats de Chapleau et de Shingwauk. Il y avait 16 survivants, dit-il. Nous étions 37, mais certains sont morts. Cela remet en question le bilan du Québec. Nous sommes en train de faire la recherche pour trouver beaucoup plus des enfants et cette nombre va sûrement augmenter dans le proche futur. Oui, ça, c'est à Brantford. Emma Saganache et ses frères et sœurs ont passé des années dans des pensionnats en Ontario. Et l'un d'eux n'en est jamais revenu. Moi, j'essaie de me mettre, tu sais, dans les mocassins à ma mère. Tu sais, de vivre un horreur de même, là. Emma Saganache a été une pionnière à la radio et à la télévision de CBC en langue cri. Elle et 10 de ses frères et sœurs ont été forcés de quitter le village de Waswanipi au Québec pour être dispersés dans plusieurs établissements différents en Ontario dans les années 50 et 60. Alan puis Caroline étaient à Shingwauk, en Ontario. Les plus vieux, là, ils ont été à Moose Factory, en Ontario, au Bishop Gordon School. Jane, Louisa puis moi, on était à l'école à Brantford. À Brantford se trouve le Mohawk Institute, le plus ancien pensionnat au pays. Il y avait une petite chambre en dessous des escaliers, là. J'ai été en punition une fois, ils m'ont enfermé là-dedans pour une couple d'heures, je ne sais pas combien d'heures. Tu sais, quand t'as peur et que t'es jeune, là, hein? C'est dans le noir. Une centaine d'enfants y sont morts. Des fouilles sont déjà en cours. On soupçonne la présence de tombes anonymes. Ah oui, c'est ça. La famille Saganache a longtemps cherché la tombe de John, son aîné. Voici l'unique photo de lui. À 6 ans, il a été arraché à ses parents et placé à bord d'un avion pour une destination inconnue. Puis lui, il regardait par la fenêtre, il était assis à la fenêtre, puis il regardait ma mère, puis il grimaçait. Il pleurait. C'est ce que ma mère m'a dit. John est arrivé à Moose Factory en 1954. Il est mort quelques mois plus tard. Sa famille n'a jamais su comment ni où sa dépouille a été enterrée. J'étais en tournage en 1994 à Moose Factory. Puis il y avait une femme, là, qui courait après moi, qui disait « Emma, j'ai été superviseur de ton frère John. » J'ai été chez eux. Puis le réalisateur qui était avec moi, là, il a décidé « Ah, je vais filmer ça, tu sais. » Elle m'a dit qu'il
il était malade, qu'il était à l'hôpital, puis qu'il a le rhumatisme. Est-ce qu'il y a du monde qui est mal de ça? Je sais pas. J'ai dit, j'aimerais ça aller voir où il est enterré, parce que moi, je ne sais pas. Ma famille ne le sait pas. Fait que j'aimerais ça aller voir. Son mari cherchait. Il cherchait le nom de 2 grands-mères. Puis dans le milieu, supposément que c'était mon frère qui était enterré. Fait que là, ça fait 20 minutes qu'il se promène d'un bord à l'autre. Puis j'ai dit à la femme, c'est quoi le nom de la grand-maman? Fait qu'elle me dit Clara Small. Je fais ça sur une pierre tombale. J'ai fait ça. C'était le nom. You're standing where the grave is. I'm standing where the grave is? Yeah. Elle me dit, t'es au-dessus. Ton frère est en dessous de toi. Il était enterré là. Mais il n'y avait pas de marque, rien, là, tu sais. Fait que j'étais comme soulagée un peu. Qu'au moins je sais où est enterré. Il est décédé le 6 décembre. La journée j'ai trouvé où il était enterré, c'était le 6 décembre, 40 ans après. Emma pensait que l'histoire s'arrêtait là. Mais depuis les découvertes de Kamloops, un ancien pensionnaire s'est manifesté. Il a raconté une version différente des événements. Il y a eu comme un genre de bagarre entre les jeunes garçons. Puis ils l'ont trouvé en bas de la pile. Puis il était tellement plus jeune que d'autres qui étaient là. Puis il m'a dit que le lendemain matin, quand ils se sont levés, on a demandé à tout le monde de se lever, là, de s'habiller et tout. Lui, il bougeait pas. Mon frère bougeait pas. John fait maintenant partie de la liste des victimes, pas au Québec, mais en Ontario. On ignore combien d'enfants y ont été déportés au total et combien ne sont pas revenus. C'est tellement difficile là, que ça fait mal au cœur. Quand tu sais pas. Pour moi, il n'y a pas de fermeture encore. Au retour, et si les sépultures anonymes ne se trouvaient pas là où on pense les trouver? Il est probable qu'il n'ait pas été enterré à côté des pensionnats, mais plutôt à côté de l'institut de santé en question. C'est vrai qu'au Québec, les pensionnats sont arrivés beaucoup plus tard que dans l'ouest du pays et que moins d'enfants autochtones y sont décédés. Mais avec de nouveaux témoignages, on se rend compte qu'on a peut-être un portrait partiel de ce chapitre extrêmement sombre de l'histoire du Québec. Le pensionnat de Pointe-Bleue à Mechtewiyats est parmi les derniers à voir le jour dans les années 60. Ce sont là toutes des belles œuvres que le bon Dieu, notre Père, a faites pour chacun de nous. De rares archives des pensionnats québécois nous laissent entrevoir le quotidien des enfants. Mais on sait maintenant que derrière l'image se cachent de sombres secrets. Pas étonnant donc que la découverte de tombes anonymes ailleurs au pays ait amené les communautés à envisager des recherches au Québec. À Mechtewiyats, officiellement, on ne compte aucun décès. Mais nous avons repéré le cas d'au moins un pensionnaire transféré à l'hôpital de Roberval, où il est mort. Il y aurait d'autres cas semblables. Ce qu'on suppose, c'est que s'il y avait des enfants malades, ils quittaient le pensionnat et ils étaient envoyés dans des systèmes hospitaliers. Donc s'ils y sont décédés, ce qu'on ne sait pas,
il est probable qu'il n'ait pas été enterré à côté des pensionnats, mais plutôt à côté de l'Institut de santé en question. On risque de faire de pénibles découvertes autour d'anciens sanatoriums. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation nous confirme qu'un ancien établissement autour de Montréal intéresse de près des chercheurs en ce moment. Il y a beaucoup de fosses communes près de cet hôpital et elle travaille avec les sœurs maintenant pour déterminer combien des enfants qui sont là-bas, mais il y en a beaucoup. Je pense qu'à peu près 5 ans au moins. Mais parce que les pensionnats sont arrivés plus tard, les fosses communes, comme les tombes anonymes, seraient plus rares au Québec. À Maliotenam, où on recensait un décès, les consultations ont permis d'en découvrir un de plus. Mais on ne croit pas utile de faire des fouilles. La Tuque aussi compte un décès, mais les travaux inédits de la Commission Vérité et Réconciliation en révèlent un deuxième. En 1969, à la suite d'une épidémie de méningite qui a forcé la mise en quarantaine du pensionnat. Aucune décision n'a été prise encore au sujet de fouilles éventuelles. Le cas de Saint-Marc de Figuerie soulève des questions. Aucun enfant n'y serait mort, selon les registres. Cette photo inédite semble prouver le contraire. Le directeur du pensionnat y apparaît aux côtés d'autres pensionnaires. Et les Anishinabés nous confirment que 3 enfants au total manqueraient à l'appel. Des fouilles sont probables. Fort-Georges, où les fouilles devraient débuter l'été prochain, sera le premier endroit où on verra si les soupçons se confirment. We recognize that this will be painful. It is painful not to know, and it will be painful to learn the truth. Le travail prendra 2 à 3 ans et s'annonce complexe en raison du terrain inégal et de la végétation qui a repris ses droits. Where they lie is sacred ground. It is up to us to bless it in their memories. The residential school is over there. À l'âge de 7 ans, Kenneth Wischi a été ramené au Québec, cette fois à Fort-Georges. Il se souvient d'un enfant tombé malade au pensionnat anglican de Saint-Phillips dans les années 60. Ce garçon de Waskaganish devait avoir environ 8 ans, peut-être, d'après mes souvenirs. Il est mort ici, dans le pensionnat, parce qu'il avait très froid, des frissons et tout. Son nom n'apparaît pas au décompte officiel. Au travers de témoignages, en fouillant des articles, des archives et des ouvrages historiques, nous avons identifié 4 décès non comptabilisés à Saint-Phillips et 8 autres au pensionnat catholique. La maladie emportait bien des enfants, selon une religieuse et historienne des Sœurs Grises. Elle indique qu'il y avait à peu près 2 ou 3 enfants qui mouraient par année. Donc, si on fait le décompte du nombre d'années qu'a duré le pensionnat de Fort-Georges, on arrive assez vite à des chiffres qui dépassent la trentaine. Jenny Pachano est parmi les derniers survivants qui peuvent encore témoigner. Le souvenir qui la hante est celui de la petite Hélène Bobish. C'était après dîner. Après chaque repas, on devait sortir dehors immédiatement. Elle était assise par terre quand je suis entrée dans la salle de jeu. Elle avait les jambes relevées comme ça, avec la tête sur ses genoux. La surveillante est arrivée et elle s'est mise à crier « Debout, habille-toi, dehors ». Elle a répondu « Je peux pas ». Hein? Je t'ai dit de te lever. Ah, mais je peux pas, je suis malade. Et elle s'est mise à lui donner des coups de pied sur le côté. Elle s'est mise comme ça. Elle la frappait dans le dos. Et elle a glissé jusqu'à la porte.
Elle l'a finalement jetée dehors. La fille était allongée là, en position fétale. C'était en février. Il fait froid ici, en février. Quelques jours plus tard, ils nous ont annoncé qu'elle était morte. Et ils ont dit, ne parlez pas de ça. Elle est partie. N'en parlez plus. Chaque nouveau cas, comme ceux que nous avons possiblement trouvés, exigera des recherches scrupuleuses pour obtenir confirmation. Mais bien des indices pointent désormais vers un bilan revu et corrigé des victimes des pensionnats au Québec. Si les fouilles mènent à des découvertes, la suite représentera un grand défi. Cela fait partie de nos croyances. Il ne faut pas déranger les sépultures. Si on les piétine, on les perturbe. Surtout si vous creusez près d'où les gens sont enterrés. Je pense que ça rend les choses difficiles. Voudra-t-on exhumer des corps? Sera-t-il jamais possible de les identifier? Ce sera le prochain chapitre d'une histoire dont personne ne connaît la fin. Aux quatre coins de la province, les ex-pensionnaires, qu'ils soient issus des Premières Nations ou Inuits, sont au cœur d'une démarche qui fait appel à leur résilience. On finit par survivre à ça en grandissant. Tu veux pas t'en souvenir, tu veux garder ça secret, tu l'enfouis quelque part pour oublier, mais ça s'oublie pas. Ces souvenirs impossibles à effacer appartiennent désormais à notre histoire collective. Nous sommes ce que nous avons choisi à se souvenir, mais nous sommes aussi ce que nous avons choisi à oublier. Et maintenant, je pense que c'est le temps de faire une reconnaissance et se souvenir qu'est-ce qui se passe dans les pensionnats. We recognize that these children's lives were taken at a place where they were supposed to be protected and loved. And we owe it to them and to their families and those who love them to honor them with the dignity that they always deserved. J'espère que vous avez apprécié l'émission de ce soir, la dernière de l'année. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et je vous donne rendez-vous en 2023 pour plein d'autres enquêtes.